Ceci est un dossier médical complètement incomplet, néanmoins très important, et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, puisqu'on va parler d'errance médicale. Eh oui, parce que c'est un chapitre qui me tenait beaucoup à cœur et que je ne pouvais pas ne pas traiter parce qu'on en voit trop souvent. Moi-même, j'y ai eu droit. Je m'appelle Clotilde, je suis mère de famille, j'ai 45 ans. J'ai été diagnostiquée il y a 10 ans d'une thyroïdite d'Hashimoto et j'aide avec mes vidéos, en tout cas j'essaye d'aider les personnes à trouver leur voie thérapeutique et aussi à ne pas avoir les mêmes problèmes que moi j'ai pu avoir. Tout simplement, à faciliter leur parcours. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de l'errance médicale et c'est pour ça que je montrais mon beau dossier. Donc là, on a un peu moins de 10 ans d'analyse. Pourquoi est-ce que c'est important de garder ces analyses, de garder ces ordonnances, de tout garder en fait, de tout garder. Systématiquement, tu as une ordonnance, tu imprimes, tu ranges. Pourquoi? Parce que quand tu auras un suivi convenable, et même quelqu'un de sincère en face qui veut t'aider, c'est très important pour lui de gagner du temps. C'est important pour lui de pouvoir faire des comparatifs entre tes différentes analyses, de voir ce qui a été fait, de voir ce qui n'a pas été fait. Et c'est intéressant pour lui aussi de comparer même avec quelque chose qui a 10 ans. Ça leur fait gagner un temps précieux. N'oublie pas qu'une consultation médicale ne dure généralement pas très longtemps. On va dire entre 8 minutes à 20 selon les régions, selon les structures, etc. Mais même en 20 minutes, on n'a pas le temps d'éplucher tes 15 dernières années. Même le médecin que tu as en face de toi peut oublier, peut tout simplement ne pas penser à certaines choses parce que lui, il a déjà vu plein de patients avant toi, il va en voir plein après toi, il ne sait pas et il fait de son mieux pour se concentrer pendant 20 minutes. Mais même lui, c'est un être humain, il a le droit d'oublier, il a le droit de se tromper aussi, et il a le droit aussi d'avoir besoin d'un petit coup de main. Et ça, crois-moi, quand tu lui amènes ça, c'est un sérieux coup de pouce pour lui. Alors, je voulais parler de mon errance médicale, sachant que c'est ce que moi j'ai vécu. Je pense que beaucoup de personnes ont été aussi sujettes à ça, ont été renvoyées de spécialiste en spécialiste, sans comprendre vraiment ce qui leur arrivait et surtout le pire, sans trouver de solution idéale ou simplement incapables de mettre un nom sur leurs mots. MAUX. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Sans compter que ça génère chez certaines personnes, et on le comprend bien, un certain désespoir ou tout simplement une vision complètement fausse de la situation. Moi, c'était mon cas. Alors, je ne vais pas tout vous raconter par le menu parce que mes vidéos n'ont pas vocation à durer 1 heure, mais je vais vous faire un parcours bref, un panorama bref de mon parcours pour vous expliquer par où je suis passée et peut-être que certains, ça leur mettra la puce à l'oreille les concernant. Alors moi, les problèmes ont commencé, j'avais 8 ans. Et j'avais des kystes dans toute cette zone-là, autour de la thyroïde. Et ça montait aussi là. Mais c'était vraiment, voilà, toute cette zone-là. Donc, pour la petite histoire, maintenant on vous dirait, oui, ça a été une alerte de la thyroïde. Sauf que moi, quand j'avais 8 ans, c'était la fin des années 80. Et qu'on était capable de détecter les problèmes, sauf qu'il fallait encore aller voir la bonne personne. Et quand on te dit tu as des kystes à cet endroit-là, on ne va pas du tout voir un endocrinologue ni même un généraliste, on va voir un dermatologue. Et ouais, un dermatologue. Donc le dermatologue, lui, il ne cherche pas la cause. Alors, jamais. Le dermatologue, il va dire, bon, on va donner des médicaments, on va opérer. Donc je précise que j'ai été opérée 2 fois de chaque côté, l'opération consistant à enlever la chair fibreuse et à la laisser se reformer. Aujourd'hui, ça passerait en chirurgie esthétique, réparatrice. Bon, à l'époque, je ne sais pas en quoi c'est passé, c'est pas moi qui m'occupais des CERFA. J'avais mes parents pour ça. Toujours est-il qu'on m'a appelé Van Gogh à l'école pendant des années, parce que j'avais toujours des pansements. Ça met beaucoup de temps à cicatriser, parce qu'on ne t'enlève pas juste la peau, on t'enlève vraiment... on t'enlève la bidoche. Ça a même changé la forme de mes oreilles puisqu'on a enlevé aussi derrière. Ils ont vraiment fait toute la surface. 2 fois. Jusqu'à l'âge de 13 ans où on m'a donné du Roaccutane. Ah, c'était ce qu'il fallait. Ah, top. Pardon. Donc ça, voilà, dermatologue.
Par la suite, comme j'avais en plus un mauvais terrain, comme on ne comprenait pas non plus, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais une adolescente tout le temps fatiguée, et j'avais des douleurs articulaires. Donc, à 14 ans, on m'a emmené voir le rhumatologue. Alors, il faut savoir qu'en Hashimoto, les douleurs articulaires font partie des symptômes. C'est bien, en fait, cette vidéo, ça me permet aussi de brosser l'étendue, enfin le panorama des symptômes possibles pour Hashimoto parce qu'ils sont nombreux. Et comme tu peux le constater et que tu vas le constater encore dans la suite de cette vidéo, ils sont nombreux et n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Donc, on m'a emmené voir un rhumatologue. Moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle a des rhumatismes, elle en aura toute sa vie. J'adore. Hein. Alors, je précise que j'ai plus du tout de douleur articulaire. Donc, voilà, rhumatologue. On a fait dermato, rhumato. Attention, suivant. À l'âge de 17 ans, j'ai eu un genre de commotion cérébrale où on ne sait pas trop, en fait, personne n'a vraiment réussi à diagnostiquer. Et puis comme les urgences étaient très très performantes, on m'a dit « Oh bah non, faut passer un scanner après ». Mais on a oublié de me donner le produit nécessaire au bon déroulement du scanner. Donc je n'ai pas eu mon scanner. Et donc je suis allée voir un neurologue. Neurologue qui s'est dit ouf. Crampe au niveau de la langue, douleur au niveau de la gorge. Pouah, ça doit être de l'épilepsie, pas Rivotril. Je vous dis pas comment j'en ai bavé pour l'enlever, enfin pour m'en dépêtrer après. Très très compliqué. Parce qu'en plus, on va jamais te dire attention, c'est potentiellement dangereux, tatata. Moi, j'avais une famille qui était très blouse blanche. Hein. Donc, il fallait faire ce que le médecin te dit. Donc voilà, ça c'était après. Et puis un jour, j'allais pas bien forcément, en plus avec tous les médicaments qu'on m'avait filés, que j'avais empilés entre le Roaccutane, le Rivotril et puis la pathologie finalement de départ qui n'était pas détectée du tout. J'allais mal et puis je voulais me dépêtrer du Rivotril. Donc j'ai fini chez un psychiatre. Très sympa le psychiatre, en passant. C'est un mec bien qui lui quand même s'est dit un truc qui va pas. On va faire une TSH. Bah oui, mais sauf que Hashimoto, à l'époque, on n'en parlait pas et on ignorait qu'on connaissait que l'hypothyroïdie classique. Enfin, on connaissait le reste, mais la plupart ne les connaissaient pas. On savait juste que ça existait. Donc, on m'a fait des analyses et la TSH allait bien. Néanmoins, lui qui était un peu moins fou que les autres, on va dire, un peu plus au courant, a quand même trouvé ça extrêmement bizarre, même si la TSH allait bien. Pour lui, il fallait surveiller, c'était pas normal. Donc il m'a aidé à me sevrer de tous mes trucs, mais j'avais des problèmes qui persistaient. J'avais toujours une peau ultra sèche. Alors oui, c'était aussi à cause du Roaccutane. J'avais toujours des cheveux qui tombaient. J'avais toujours des douleurs articulaires. J'étais toujours insomniaque. J'avais toujours du brouillard mental. Et puis je ne prenais pas un gramme. Alors il y en a, c'est l'inverse. C'est prise de poids inexpliquée, mais il faut savoir que l'autre sens existe. Donc, et j'étais donc toujours carencée tout le temps en tout, ça n'allait jamais, avec beaucoup d'inflammation chronique au niveau du ventre. Et un peu de l'estomac, surtout du ventre. Vous le voyez venir le truc là. Donc j'ai continué ma vie comme ça, cas un, cas au rythme des spécialistes, puisque bon, ça c'est les principaux que j'ai vus. Après j'ai vu différentes personnes de ces corps professionnels là. Mais j'ai continué sagement jusqu'à ma grossesse. Ou bah là forcément gynécologue, obstétricien, qui n'ont rien trouvé non plus. Alors que ma grossesse était ignoble. Toute ma grossesse était ignoble. Mention spéciale pour le 3e trimestre, c'était affreux. Et je n'ai pas pu accoucher. Eh ben oui, parce que le corps, quand il est en fatigue chronique et qu'en plus tu as ce genre de problème, ton bébé est petit. Attention, pas mal formé, hein. Pas avec des déficiences, non, juste il est petit. Et tu peux pas accoucher parce que de toute façon le col il s'ouvre pas. Sauf qu'on savait pas non plus. Donc je suis allée aux urgences et j'ai une césarienne aux urgences. Et ce n'est que 2 ans plus tard qu'un autre médecin s'est dit mais c'est quand même pas normal, vous êtes tout le temps crevé. Alors, moi je n'en pouvais plus, hein, je n'en pouvais plus, j'étais comme ça. J'avais toujours les mêmes problèmes, hein, toujours insomnie, bon. Et il a fait les analyses. Alors cette fois-ci, la TSH, elle avait fait plouf. Enfin non, plutôt elle avait explosé. Et c'est lui, avec un autre médecin, qui ont eu l'idée de contrôler les anti-TPO
d'antithyroïdoperoxydase, qu'on aurait dû faire dès le départ, et où là, c'était complètement fou aussi. Ils avaient littéralement explosé aussi. Et ils avaient tellement explosé que ça a forcément amené des questions chez le médecin qui s'est dit, mais ma petite dame, ça fait longtemps que vous êtes dans cet état-là. Quand est-ce que c'est? Alors là où j'ai eu une prise de conscience, c'est quand un médecin m'a dit, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous étiez en forme? Oh, misère. Au lycée, je dormais déjà pendant les cours et j'arrivais pas à dormir la nuit. Non, je m'en souviens pas. C'était il y a très très longtemps. Très 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 longtemps. Et c'est là qu'ils se sont dit qu'en fait, ça faisait peut-être un bout de temps que je traînais mon truc. Les chiffres étaient catastrophiques et moi, je ne pouvais plus rien faire. De toute façon, je ne pouvais pas aller travailler, j'arrivais plus à conduire. Déjà, les mois qu'on suivi ma grossesse, même aller aux toilettes, c'était compliqué. Donc, je vous fais pas de dessin, hein. Mais voilà. Et donc, là, on peut vraiment parler d'errance médicale, puisque c'est le sujet de cette vidéo. C'est quand tu es trimballé comme ça, de spécialiste en spécialiste, ou même de généraliste en généraliste, hein, quand tu n'as pas la chance d'avoir quelqu'un de sympa et à l'écoute. On te trimballe comme ça et on te dit, alors moi j'avais eu droit à tout, hein, alors c'est la peau, c'est les neurones, genre c'est les neurones, c'est dans la tête, c'est le cerveau, c'est psychologique, c'est tout ce que tu veux. Toi t'as mal, personne ne te croit. Et le danger en fait de ce genre de raisonnement, c'est que quand tu entends ça pendant 15 ans, tu finis par le croire. Tu finis par te dire que c'est toi qui as un petit grain en fait, c'est sûrement dans la tête, je m'écoute trop. Voilà, tu t'écoutes trop. T'es feignasse aussi, moi j'adore quand on me dit ça, t'es feignasse. Alors qu'il y a des matins, moi je me souviens, porter mes chaussures à mes pieds, c'était trop lourd. J'arrivais pas à monter les escaliers du magasin où je travaillais. Dans ce cas-là, si la chose dont j'ai parlé ici, ça te parle, mets-le en commentaire et surtout, si t'as pas trouvé de solution, change de médecin, cherche ailleurs. Laisse aussi un commentaire parce qu'il y a des conseils, il y a sûrement des gens qui peuvent te conseiller. Alors, pas te conseiller en te donnant, en te disant faut prendre tel produit, c'est la panacée. Non, te dire consulte tel type de spécialiste. Oui, parce que j'en ai oublié en fait dans le tas, je suis en train de me rendre compte. Mais c'est pas grave, j'en ai donné suffisamment. C'était pour donner un peu une représentation de ce qu'on peut subir, de ce qu'on peut souffrir quand personne nous écoute, quand personne ne pense à ce genre de maladie, tout simplement, en fait, quand le dépistage n'est pas fait ou pas fait à temps, puisque moi, il a fini par être fait, mais moi, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Et je pouvais plus m'occuper de rien, je m'occupais à peine de mon bébé. Et puis voilà, tu peux plus travailler, tu peux rien faire, c'est quand même un peu dommage, c'est surtout pas normal, mais ça devrait interpeller plus. Et surtout sensibiliser l'entourage. Parce que ton entourage, c'est les premiers à pouvoir t'aider quand ça va pas. C'est les premiers, normalement, à pouvoir t'emmener chez le médecin, te prendre tes rendez-vous ou juste se dire, tiens, mais il faut peut-être faire venir quelqu'un, il y a peut-être quelque chose à faire, plutôt que de dire, faut attendre, ça va passer. Quand au bout de 10-15 ans, ça passe pas, c'est pas normal. J'ai fait une autre vidéo avec les analyses de sang. Alors, c'est les analyses de contrôle, mais c'est quand même intéressant si toi, ce que j'ai raconté là, ça te parle et que tu n'as pas eu d'analyse correcte, à savoir, tu as juste eu une formule sanguine. La formule sanguine, ok, tout va bien, ta TSH est ok. Tout va bien, madame, bonne journée. Et débrouille-toi. C'est sûrement qu'il manque quelque chose. Donc, partage à quelqu'un à qui ça te fait penser. Commente et n'hésite pas à nous raconter ton histoire. Moi, ça m'intéresse.